Christophe, qui est l'un des pères fondateurs de la BD. Et c'est par contraste avec tous ces nouveaux héros de la BD que je vous ai invité, Karadec, pour parler effectivement de la biographie de Christophe. Le sous-titre du livre, le génial auteur d'immortels chefs-d'œuvre, c'est vrai, le sapeur Camembert, la famille Fenouillard, le savant Cosinus. Alors, j'ai donc découvert, en lisant sa biographie, que c'était presque un savant. Il y avait l'esprit scientifique, c'était un professeur, un botaniste. Ouais. C'était pas un personnage sérieux du tout. Il est évident qu'être sous-directeur du laboratoire de botanique de la Sorbonne, sous le nom de Colomb, et puis choisir le pseudonyme de Christophe, oui, qui était déjà, c'est une plaisanterie de normalien, oui, quand même. Hein. Pauvre petit oiseau, sur la brume pleine, entre le ciel et l'eau, reviens-tu? Moi, ce qui est frappant, c'est que chaque fois que je le relis, je ris. Voilà, il est au milieu d'un carrefour d'influence, il influence des gens, etc. Donc son rôle me semble très très important. J'avais 8 ans quand il me faire ça, et j'ai fait un peu la gueule parce que je trouvais ça vraiment très 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 noir, très difficile, avec pas de bulles, juste les. Et moi je disais quand même déjà un peu de bande dessinée, mais je suis quand même entré dedans et ça m'a vachement plu. Et vous, monsieur Georges Colomb, vos souvenirs de lecture? Mon père m'avait abonné à une de ses publications destinées à instruire et en même temps à récréer la jeunesse française. Mais j'avoue, à ma honte, que ces belles choses me laissaient alors assez indifférent, pour la raison qu'elles dépassaient singulièrement la portée de ma jeune intelligence. J'aurais volontiers donné 4 ans d'abonnement pour une vingtaine d'images d'Épinal. J'avais mauvais goût, je le confesse. Mais peut-être aussi ne savait-on pas, ou n'osait-on pas alors, écrire pour les enfants, simplement des choses simples. Et le 19e, c'est lentement la constitution d'un domaine spécifique qui va être des publications pour les enfants. On commence à prendre l'enfance pour un monde spécifique avec... l'enfant est une personne particulière avec des besoins particuliers, ce qui n'était pas du tout perçu avant. On est à l'époque de Jules Ferry, scolarisation obligatoire, développement exponentiel de l'alphabétisation, découverte d'un public, mais il faut dire aussi d'un marché de jeunes. D'une certaine façon, on invente la jeunesse à cette époque-là. C'est tout à fait sérieux, c'est pas une formule en l'air. Et ce public-là, on va lui proposer des manuels scolaires. Là, c'est l'État qui contrôle, et Armand Collin joue son jeu avec d'autres, de la Grave, Hachette, etc. Et puis, on va lui proposer des journaux. La BD, ça n'existe pas à cette époque. C'est rien, quoi. C'est juste des petites fantaisies de dessinateurs qui prennent une voie de traverse. On considère généralement que Töpffer est l'inventeur de la bande dessinée moderne parce que c'est lui qui a l'idée de la séquence. Et quand on veut définir ce qu'est une bande dessinée, on en vient surtout à l'idée d'histoire avec une séquence d'images. Monsieur Töpffer a écrit « Ce petit livre est d'une nature mixte. Il se compose d'une série de dessins autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d'une ou 2 lignes de texte. Les dessins sans ce texte n'auraient qu'une signification obscure. Le texte sans les dessins ne signifierait rien. Le tout, ensemble, forme une sorte de roman. C'est de la littérature en estampe. » Christophe a une dette évidente envers Töpffer, il le reconnaît puisqu'il y a une citation de Töpffer en exergue de la famille Fenouillard. Rit-on des choses spirituelles comme des grosses bêtises que dicte une folle gaieté? C'est douteux. Esprit sur esprit, ça fatigue. Bêtise sur bêtise, ça désopile. Il était très très gai, il racontait toujours des histoires gaies. D'ailleurs, toujours on parle des gays lurons. Il était de Lure, c'était un luron. Donc, monsieur Christophe, vous vous appelez Georges Colomb. Vous êtes né en 1856 à Lure en Haute-Saône. Et votre père était directeur du collège. Vous avez eu une éducation sévère? Quand j'étais tout petit, mes parents m'avaient placé sous l'autorité et la férule du maître d'école de chez nous. Quelque chose comme un instituteur à l'état larvaire.
Mais lorsque nous sortions de ses mains, nous savions à peu près tout ce qu'il savait lui-même, c'est-à-dire lire, écrire et calculer. En géographie, la grande affaire était d'apprendre par cœur les 89 départements français. Savoir son histoire consistait à connaître sans broncher les noms et les dates de toutes les batailles qui avaient ensanglanté le monde. Nous ignorions complètement les conquêtes sociales de la Révolution. Aussi, l'annonce d'un conflit possible entre la France et la Prusse n'eut-elle d'autre effet que de nous faire dire « Enfin, ça n'est pas trop tôt !» Et en 1870, les Prussiens envahissent l'Est et l'Ur. Et c'est là que vous avez connu le modèle du sapeur Camembert. Le sapeur Camembert, il s'en moque pas en réalité. C'est un personnage très sympathique. Déjà, à cette époque-là, il n'y avait plus de sapeurs, après la guerre de 70. Alors, pour lui, c'était déjà un petit peu folklorique, c'était un peu parler de sa jeunesse et d'un folklore de sa jeunesse. Un soir en études, j'étais en 6e, à l'abri d'un dictionnaire latin grand ouvert. Je lisais subrepticement les aventures du sapeur Camembert pendant que M. Garnier lisait son journal. Oh, ce qu'il y en a! Cancre là, dit Camembert. Tu m'affliges. Tu n'as qu'à commencer par un bout et quand tu arriveras à l'autre, tu seras tout épaté d'avoir fini. Je le gobe votre système, sapeur. Sûrement qu'il est bigrement long. Je n'ai encore fait que la moitié. Cancre là. T'as donc du jus de navet dans la cervelle? Voyons, réfléchissons. As-tu vu ou non fini de scier les bûches de ce boussi? Ça, oui. À ce boussi, y a plus une bûche. Eh ben alors, espèce de moule. C'est par l'autre bout qu'il fallait commencer. Parce qu'à présent qu'il n'y a plus rien de ce boussi, si t'aurais commencé par l'autre bout, il ne te reste plus rien à faire. Sans le savoir, je faisais de petits rires qui finirent par attirer l'attention de M. Garnier. Il se leva soudain, vint vers moi et m'ôta mon livre des mains. D'un seul coup d'œil, il identifia Camembert. 2 heures de retenue. C'est cette espèce d'exotisme de l'histoire. C'est exactement comme Tintin, ses pantalons de golf, ou Spirou avec son uniforme de groom. Je trouvais qu'un dessinateur qui avait l'idée de faire un chapeau poilu comme ça, un héros, je trouve que c'est une super bonne idée. Camembert face à Mademoiselle Victoire. Faudrait cirer les chaussures du colonel, monsieur Camembert. En 2 temps 3 mouvements, ça va être fait, Mademoiselle Victoire. Seulement que j'aurais désiré que le service y serait plus conséquent. Camembert chantant. Je ne chante pas. Petits oiseaux qui aident dans le feuillage. Petits oiseaux qui aident dans le feuillage, où ce que murmure l'onde du clair ruisseau. Chantez, 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 chantez le vert bocage, le gai printemps et portera. Eh bien, ça va-t-il, monsieur Gamant? C'est-à-dire, Mademoiselle Victoire, que ça serait comme qui dirait le miroir de la beauté, si vous vous regarderiez dedans. Victoire, mes chaussures. Voilà, mon colonel. Mais un corrigi peut-être de bois, tu ne vois pas que tu me donnes une paire dépareillée? Faites excuse, mon colonel, si je m'ostine, mais que je vous ferais observer avec tout mon respect que l'autre paire, elle n'est pas plus pareillée que celle-ci. Et c'est d'une logique et d'une création verbale tout à fait étonnante. Moi, je trouve ça... c'est une autre façon de voir la réalité. En 1878, vous intégrez l'École normale supérieure à Paris. Là, vous côtoyez Jaurès, Bergson et Baudrillard. Votre petite fille, Hélène, a écrit que vous avez joué à pile ou face entre sciences et lettres votre entrée rue d'Ulm. Mais aussi peut-être avez-vous fait ce choix parce qu'on y dessinait. Toujours est-il que vous goûtez alors à la vie parisienne. Paris est un peu la capitale intellectuelle du monde, mais aussi ne se prend pas complètement au sérieux. Il y a la fameuse vie parisienne. Et puis c'est la République. C'est donc une vraie liberté d'expression. Christophe est un contemporain. Alors, parfois on a la preuve qu'il les fréquentait. Parfois, on peut supposer qu'il les lisait, mais ce qui compte, c'est l'ambiance générale de ces humoristes fin de siècle qui, encore aujourd'hui, peuvent être lus
On peut penser à Alphonse Allais, bien sûr, à tout ce qui tourne autour du Chat Noir et de quelques autres revues et du cabaret, Hydropathe, etc. Il faut saluer Charles Cros, qui est un grand inventeur. Et au moment où Christophe se lance, Dieu sait s'il n'en abuse pas de cette liberté, vous avez la loi la plus libérale, la loi de 1881, plus libérale qu'aujourd'hui. Mais au fait, comment avez-vous commencé? Si j'ai dessiné, ce fut par goût, par distraction. J'avais un ami dans une grande maison d'édition. Et je lui demandais s'il ne pourrait pas me trouver quelque chose à illustrer chez lui. La réponse qu'il me fit, je devais la recevoir partout où je me présentais. Pour travailler ici, il faut avoir débuté ailleurs. Je finis par trouver un éditeur pour me prendre mes dessins. Il ne les payait pas et il les trouvait parfaits. Il a écrit ces histoires pour son fils, pour mon père, qui a perdu sa mère à 8 ans et qui était donc élevé par son père. Et pour l'amuser, il a créé ça. Et un jour, je ne sais pas si c'est lui qui les a montrés à Armand Collin, ou plutôt Armand Collin qui l'a su. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je fus remarqué par Armand Collin, qui était un homme étonnant. Il me commanda quelque chose pour l'exposition de 1889. Je lui donnai La famille Fenouillard à l'exposition, pour le petit français illustré. C'est sans doute pas un hasard si la famille Fenouillard, qui s'appelle d'ailleurs d'abord la famille Cornouillet, et qui est parisienne et qui deviendra Fenouillard provincial, ce qui permet des effets comiques supplémentaires, est lancée à l'occasion de l'exposition universelle de 1889, la grande exposition qui nous a donné la Tour Eiffel. À partir d'Amiens, la famille commence à interroger l'horizon dans l'espoir d'y découvrir la Tour Eiffel. On entre vraiment dans une ère d'enthousiasme, d'optimisme, on dirait technologique aujourd'hui. Et la famille Fenouillard en est un peu le témoignage parce que Colomb, devenant Christophe, est à la fois un savant, mais un ironiste. Et il va retourner cette technique, il va retourner ses connaissances scientifiques, ça donnera aussi Cosinus en peu de temps, dans un sens toujours comique. C'est-à-dire qu'il saura prendre sa distance à l'égard de ce culte de la technique dont M. Fenouillard, Agénor, toujours pontifiant, le côté Joseph Prudhomme, est un chantre. Donc il y a effectivement cette idée qu'on peut faire le tour du monde sur quelques hectares au bord de la Seine. Mais évidemment, le coup de génie en fait, de Christophe, c'est d'imaginer que cette famille va être obligée de faire vraiment le tour du monde sans y être préparée. Les gosses en redemandèrent. Ils voulaient savoir ce que devenaient les Fenouillards. J'avais passé mes vacances à Saint-Malo, j'y conduisis les Fenouillards. Il me fallut leur faire faire le tour du monde. J'obéissais à la clientèle. Je dois vous dire que je m'amusais follement. Et le premier étonné du succès de mes dessins, c'était moi. En Amérique! Hurlent en chœur tous les Fenouillards. En Amérique! Nous allons en Amérique! Ce n'est pas Dieu possible! À moins qu'avant d'arriver, la coquille n'ait coulé à pic. Alors, nos voyageurs, malgré eux, déjà fortement secoués par tant d'émotions diverses, accablés par ce dernier coup du sort, s'évanouissent en s'écriant « Christophe Colomb, sois maudit !» Il y a eu, dès l'Antiquité, un voyage parodique qui était Lucien de Samosate. Après, il y a Rabelais, il y a les voyages que font les comédiens de Scarron, et tout ça, ce sont des auteurs liés au burlesque et à l'héroïque comique. Il y a évidemment Cyrano de Bergerac, les voyages dans la Lune et dans le Soleil. Il y a Candide, et Candide qui n'est pas sans rapport avec Fenouillard, parce que Candide part avec une idée précise du monde. Lui, il se résume à une formule, hein, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Or, Fenouillard part, lui, avec une série de préjugés. Il a des formules toutes faites sur ce qu'il va voir. Monsieur Fenouillard juge opportun de donner quelques conseils sur la façon dont on doit se tenir pour avoir l'air tout à fait japonais, et par cela même en imposer à ces peuplades sauvages et peu civilisées.
Madame Fenouillard, ironique, fait tout haut cette remarque que pour appartenir à des peuplades sauvages, voilà des gens qui semblent singulièrement civilisés. Quant à Monsieur Fenouillard, il est quelque peu interloqué. Cependant, à la vue de quelques indigènes encore plus japonais que lui, et entrant dans une maison gardée par un soldat de paravent, Monsieur Fenouillard retrouve son assurance. Quand je vous le disais! Tout à coup, au son d'une musique guerrière, se mettent à défiler des militaires vêtus à l'européenne. Madame redevient ironique. L'intelligence de monsieur commence à vaciller. Mais voilà qu'à leur tour, pénètrent dans la maison déjà nommée des gens idéalement japonais. Alors, madame cesse d'être ironique. Monsieur Fenouillard n'éprouve aucune honte à se déclarer à lui-même qu'il n'y comprend plus rien. Il y a le langage bourgeois, le langage de la culture classique mal assimilé, le langage du cliché rhétorique. À peine délivré, M. Fenouillard ramasse quelques armes sur le champ de bataille et, suivi de sa famille, il se dérobe par une prompte fuite au hasard des combats. Là, on est dans l'alexandrin racinien. Vous avez aussi, en même temps, le langage scientifique. Procédant alors par analogie, résumant par induction, puis par déduction, M. Fenouillard en arrive à conclure que s'il a été retardé dans sa marche, c'est qu'il existe une cause retardatrice. Et puis vous avez l'antiphrase. Par exemple, s'étant noblement retourné pour prendre courageusement la fuite. C'est-à-dire que le langage qui est d'habitude réservé pour raconter les exploits des héros, le ton épique, les grandes figures de rhétorique, les grandes phrases, les rythmes ternaires, etc., les belles métaphores, les personnifications, sont ici appliqués à des gens ordinaires, à des aventures mesquines, triviales de tous les jours, à du quotidien. Après discussion, on a décidé qu'on irait à Bruxelles pour voir le musée d'Anvers, qui est un revolver chargé au cœur de l'Angleterre, comme a dit Jules César. On voit que M. Fenouillard aime à citer les mots célèbres. Cela frappe l'imagination, élève l'âme et réchauffe le cœur. Moi, je me souviens que même petit, je voyais qu'il y avait de l'ironie dans le texte, que c'était un texte volontiers empoulé, et qu'il y avait des effets comiques. Je pense à une citation formidable. Monsieur Fenouillard pensait, comme Montaigne qu'il n'a pas connu, que l'oisiveté, elle a une belle sentence. Hein. Et ça, c'est très drôle. C'est du non-humour, presque. Connaissait-on à l'université votre double personnalité de professeur et d'auteur pour enfants? Ah, c'était le secret de Polichinelle. Ne se trouva-t-il pas un inspecteur pour aller rapporter au recteur que je n'étais qu'un vulgaire caricaturiste, l'auteur de la famille Fenouillard? Et qu'en advint-il? La famille Fenouillard, répondit le recteur. C'est un livre que je voudrais bien avoir écrit. Dans les années 1880, à l'époque où Georges Collomb rentre comme boursier au Muséum, il a la chance, par rapport à d'autres, d'avoir une bourse de thèse pour travailler avec Philippe Ventighem. La thèse dans laquelle se lance Georges Collomb, elle est en tous les cas très importante. Il va définir un terme qui est le stipule, avec des fonctions anatomiques, avec des descriptions qui seront reconnues très rapidement comme étant quelque chose sur lesquels il faut baser les critères de détermination et en tous les cas interpréter la tige et la feuille des plantes. Donc il prend les caractères des vaisseaux et en montrant que c'est une dérivation du vaisseau de la tige, des vaisseaux de la tige et non pas une dérivation des vaisseaux de la feuille. À peine Cosinus a-t-il fait 10 pas dans les ruines qu'il y découvre une véritable forêt vierge et une flore abondante et variée. Puis il fait, en herborisant, d'intéressantes découvertes zoologiques pour lesquelles il oublie la botanique. Mais il y revient à la vue d'une espèce nouvelle. Je l'appellerai la Briochea parisianis BR. Après quoi, grâce à un concours fortuit de circonstances, il abandonne zoologie et botanique pour se livrer à l'étude de la chute des corps. Christophe était botaniste, mais Cosinus, son objet de dérision, visiblement est mathématicien. Qui plus est, et ça se voit dès les premières pages. Là, je reprends l'ouvrage, les premières pages. Alors, Zéphirin Brioché reçut une bonne éducation.
on montre ses talents mathématiques, et le voilà, Zéphirin est allé à l'école polytechnique. La première école du monde, comme chacun sait. Il est bon de remarquer que chaque école est considérée comme la première du monde par tous ceux qui en sont sortis. Ça faisait partie un petit peu de cette tradition normalienne d'autodérision, parce qu'en se moquant d'un mathématicien polytechnicien, il se moquait aussi de lui-même et de ses condisciples. J'ai trouvé fantastique qu'on puisse faire une histoire sur quelqu'un qui n'arrivait pas à faire quelque chose. Là aussi, c'est de l'humour en creux. L'idée fixe du savant Cosinus, c'est un voyage qui n'existe pas, puisqu'il n'arrive pas à sortir de Paris. Avec évidemment toute une série de quiproquos très simples. Un beau matin, l'illustre docteur Cosinus se réveilla avec une douleur lancinante dans la moitié droite de la mâchoire inférieure. Ayant établi certains axiomes servant de base à quelques calculs simples, Cosinus découvre que cette douleur lancinante est vraisemblablement causée par un mal de dents. À 2h52, le docteur Cosinus, homme exact, pénétrait dans le salon vide de clients du dentiste Max Hiller, ce qui lui fit espérer qu'il n'attendrait pas longtemps. L'âme des hommes de science est nécessairement candide et elle donne asile à de monstrueuses illusions. À 7h33, le docteur attendait encore. Il est vrai qu'il ne s'ennuyait pas, absorbé qu'il était dans la lecture des hauts faits de son cousin Agénor Fenouillard et de son illustre famille. Voyez-vous, cette lecture des aventures de la famille Fenouillard est décisive. Le docteur Cosinus y a pris d'abord l'envie de voyager qui va devenir une idée fixe. Il y a pris ensuite un tel plaisir qu'il a oublié qu'il était chez le dentiste. Ayant oublié son mal, il a oublié qu'il est chez le dentiste plutôt. Ayant oublié qu'il est chez le dentiste, il se croit chez lui. Et à l'aspect d'une dame qui entre, il se lève et la reçoit. Madame Bellazor croit donc, puisque Cosinus a oublié qu'il était chez le dentiste, quand elle rentre chez le dentiste, Cosinus lui fait les honneurs du salon. Et lorsqu'elle lui dit « J'ai là une douloureuse racine à extraire », le docteur Cosinus éclate de joie. Une extraction de racines, s'écrie le mathématicien, c'est ma spécialité. Ce matin même, j'en ai réussi une fort compliquée, et ici prend place un dialogue absurde. Par quel procédé désirez-vous que j'opère ? Mais monsieur, dit la dame, par celui qui me fera le moins de mal. Oh, madame, sourit Cosinus, j'opère toujours sans douleur, mais puisque vous me laissez le choix, nous allons, si vous le voulez bien, employer les tables de logarithme. À ces mots, madame Bellazor s'enfuit. Le fameux dentiste, à cause d'une série de quiproquos, est soupçonné d'être fou, il est enfermé et devient réellement fou. Et à la fin, c'est lui qui veut plomber la dent du midi avec le plomb du Cantal, et il envisage même de poser un râtelier, un dentier, sur les Bouches-du-Rhône. Ça peut paraître du mauvais jeu de mots, même Max Hiller pour le dentiste, mais c'est très drôle. Et quand on est gosse, ça marche très très bien. Eureka! Scolastique! Eureka! Comme l'a fort bien dit Archimède, mon savant collègue de l'université de Syracuse, dans une circonstance analogue. Seulement, il était moins vêtu que moi car il venait de prendre un bain complet. Cette parole détermine la fuite rapide de Scolastique, saisi de la crainte qu'il ne prenne fantaisie à son illustre maître de se mettre dans le costume d'Archimède lorsqu'il découvrit l'immortel principe dont il a l'honneur de porter le nom. C'est-à-dire qu'on ne va même pas dire en fonction du principe d'Archimède, mais on va inverser et même là-dessus faire un jeu un jeu savant, un jeu d'érudit, un jeu moqueur, un jeu typiquement normalien, cagnal, un jeu sur la culture. Ça c'est une blague classique des normaliens et des cagneux. Archimède, c'est celui qui porte le nom d'un célèbre principe, et non pas le principe qui porte le nom du savant. On trouve des tas de choses auxquels l'auteur n'a certainement pas pensé, mais des concepts
qui ont trouvé à ce moment-là leur place dans le raisonnement scientifique. On trouve la relativité, on trouve l'annihilation des particules, un certain nombre de choses comme ça. Encore une fois, que nous remettons nous-mêmes, mais c'est une façon de lire ces ouvrages. Je ne connais pas beaucoup d'autres ouvrages d'enfants qu'on puisse relire de cette façon, à vrai dire. Ah, messieurs, plic et ploc. Voilà bien deux farfadets qui ne risquent pas de se faire oublier. Alors, messieurs, toujours à l'affût d'une bêtise? Voyons donc quel est le malicieux forfait que vous avez commis cette fois-ci. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette grosse boule, là-bas, sous la table? Interroge Ploc. Ça, répond Plic, c'est une machine faite exprès pour distraire les gnomes qui s'ennuient. Plic a décidément une tendance à s'imaginer que tout a été créé pour son amusement personnel. Tiens, ça descend quand on tire la ficelle. Attends, on va bien s'amuser. Et la flamme monte, monte. Et quand la grosse boule va brûler, ce sera très joli. Malheureusement, les gnomes, ça ne sait pas la chimie. Ça ignore que les ballons se gonflent avec un gaz nommé hydrogène et qui a la détestable habitude de faire patarapouf quand on en approche une flamme. Commenciez-vous par dessiner ou par écrire? Je dessinais d'abord, mais après m'être fait une idée de la page dans son ensemble. Voulez-vous que je vous donne un secret pour amuser les enfants? Faites du dialogue. Les enfants aiment le dialogue. Le dessin est essentiel chez Christophe. Non, c'est pas du tout l'accessoire du texte. On peut parfois même voir le texte comme, au contraire, un accessoire du dessin. D'ailleurs, il a fait des histoires sans parole. Vous devez prendre un grand plaisir à dessiner, parce que c'est toujours extrêmement chiadé, tout en étant simple. Et puis, de temps en temps, 4 personnages, il y avait beaucoup d'idées dans ça, ce rond au milieu. C'est pas du tout répétitif, quoi. Quant à son dessin, c'est un dessin qui est relativement académique, il n'a rien de particulier, sauf quand même une exception très notable, c'est que Christophe va être le premier à utiliser des tas d'angles de vue que personne n'avait utilisé dans les histoires en images avant lui. Il y a cette extraordinaire image de l'omnibus vu d'en haut dans la famille Fenouillard. Il se place carrément au-dessus. Comme toujours, les fenouillards sont supérieurs aux événements. Mais un passant ayant aperçu en l'air quelque chose d'insolite s'arrête. Aussitôt, 2 passants en font autant, puis 3, puis 4, puis 25, qui s'empressent d'examiner la chose insolite. Puis une multitude qui persiste à regarder en l'air longtemps après que la chose insolite a disparu. La plongée verticale, il semble bien que ce soit Christophe dans la famille Fenouillard qui soit le premier dessinateur au monde à l'utiliser. Il joue aussi beaucoup pour montrer l'envolée des personnages. On ne voit que les pieds dans le haut de la case. Une chute, on ne voit que le postérieur et les jambes qui sont coupées par le bas de la case. Il coupe énormément en faisant même des cases pratiquement vides de temps en temps. Il y a des réminiscences de Daumier, par exemple. Exemple de caricaturiste dont c'est plus influencé Christophe, Honoré Daumier, qui dans les années 1840 a dessiné une série de dessins pour les salons pour rire, avec des procédés un petit peu amusants où il coupait les sujets. Là, c'est une ascension de Jésus-Christ où on ne voit que les bouts du pied du Christ qui s'élèvent et le bout des lances dans la partie inférieure du tableau. Des cases noires, par exemple, quand il tombe dans un trou, quand il est mis au cachot, ce qui lui arrive assez souvent. Les filles et la mère Fenouillard se retrouvent dans une pièce complètement sombre, donc on a, pour illustration, une case complètement sombre. Et il faut savoir qu'à l'époque de Christophe, il y avait un phénomène artistique qui s'appelait les arcs incohérents, qui reprenait un petit peu aussi cet humour, qui aurait pu peindre, par exemple, une vue de nuit pour se moquer d'un tableau très sombre.
les plus célèbres qu'on connaît encore, ce sont les monochromes de Alphonse Allais. Lui qui s'amusait à exposer des cartons de couleurs uniques, monochromes donc, noir, rouge et bleu, et auxquels il donnait des titres très évocateurs. Donc pour le noir, c'était Combat de nègres dans un tunnel la nuit. Donc voilà, on retrouve, et donc ces tableaux d'Alphonse Allais sont contemporains de Christophe. Il va vraiment être extrêmement moderne puisqu'il va également être un des pionniers du travelling, du panoramique et même de la caméra subjective. Et des angles de vue qui vont être ensuite utilisés, parfois 10, 20 ans plus tard, par le cinéma. Bien que les Frères Lumière n'aient pas reconnu le fait qu'ils étaient influencés par une bande dessinée, Christophe est l'auteur d'une courte histoire de quelques images, ça fait 6 images je pense, qui est en fait le prototype de L'arroseur arrosé, qui va devenir le premier film de fiction de l'histoire du cinéma. On sait que Christophe s'est inspiré d'une autre BD de L'arroseur arrosé, parue aussi à l'Imagerie Quentin de son camarade, parce qu'il devait se connaître, qui était Hermann Vogel. Et la question qui se pose, c'est qui c'est qui a inventé le gag de L'arroseur arrosé? Alors il existe une plaque de verre de haut galop, mais qui semble postérieure, mais on n'est pas sûr. Mais peut-être il y avait encore des gens avant. Ce petit scénario-là, ce petit script qui n'a l'air de rien quand on le raconte comme ça, a été présenté pour la première fois, pour autant qu'on le sache, qu'on puisse le définir, mais ça semble probant, dans les pages du Fliegende-Blätter. Et donc, en fait, c'est devenu une espèce d'histoire, de gag comme ça, dont on retrouve des versions aussi bien aux États-Unis qu'en France. Je pense, la conclusion de mon article que je vais faire dans Papy Niclé, ça va être que l'inventeur du gag de l'arroseur arrosé, c'est l'inventeur du tuyau d'arrosage. Et finalement, ça va devenir le prototype même de ce qu'on appelle les histoires de garnement farceurs, qui vont devenir le premier genre cinématographique aussi, c'est-à-dire que dans les années 1896 à 1900, le premier genre cinématographique va partir du prototype de l'arroseur arrosé et va multiplier des gags d'histoires de gosses qui font des blagues. Ça va rebondir 10-15 années plus tard dans le cinéma burlesque américain, le grand cinéma, à la Chaplin, à la Buster Keaton, etc., qui est directement lié à ce type de gag qu'on trouvait dans toutes les bandes dessinées de l'époque. Oh, qu'elle est grosse, la bielle! Elle est plus grosse que papa! Peut-on dire ça? Si, mademoiselle! Non, mademoiselle! La vitesse s'accélère et Monsieur Fenouillard se cramponne de plus belle. Ne lâche pas! Ne lâche pas ton parapluie! Parce qu'en fait, ce qui me plaît, je crois que c'est ça aussi, c'est que c'est la pure comédie faite avec du dessin réaliste et qui n'est pas drôle. Il n'y a pas de caricature, il n'y a pas de gros nez, il n'y a pas de oreilles, ça louche pas, ça tombe pas. Les profils, ces petits nez en l'air des filles Fenouillard, Cunégonde et Artémis. Et il a un sens de l'attitude sur n'importe quelle vignette qu'on peut prendre. On comprend tout de suite quel est l'état d'esprit du personnage. Je suis sûr que je fais des trucs comme ça, moi, inconsciemment, parce que ça me plaît. Quand on voit les camembert qui s'approchent comme ça sur la pointe des pieds pour faire un baiser chaste, c'est du pur excellent jeu d'acteur, ça. Enfin, les expressions, c'est impeccable. Je l'ai lu et relu, et là, ça faisait, mais je revois tout, je connais ça par cœur. Il fait pas le malin avec son trait, il fait pas regarder comme je dessine bien, et il se trouve qu'il dessine parfaitement. On sent qu'il n'y a pas de vanité dans le dessin. C'est surtout son trait qui est très novateur. Il est, comme à la pointe sèche, extrêmement précis. Il n'y a pas de lyrisme, le geste est très peu présent. On a l'impression d'un diagramme qui essaye de raconter l'histoire à travers l'image de la manière la plus neutre, la plus objective possible.
Et quand je veux dessiner quelqu'un d'arrogant, j'ai malgré moi, il y a du Christophe qui ressort. L'œil, c'est un petit point. À peine, parfois, on a l'impression parfois qu'il n'existe pas. Mais il est exactement où il faut. Il y a une grande économie de moyens, une transparence. Les dessins de Christophe, sauf quand ça se passe de nuit, sont vraiment des dessins comme ça. J'allais dire, on voit à travers. Il dessine clairement, bien avant Hergé. J'aime beaucoup Hergé aussi, hein, mais je trouve plus balèze. Mais je pense qu'Hergé avait dans l'œil aussi très clairement le style très... ce qu'on appelle le style semi-réaliste et que Christophe avait développé à un point de perfection vraiment très très particulier. Alors, et cette ligne claire, elle est intéressante d'un point de vue historique aussi parce que c'est pas la bande dessinée qui l'invente. Pendant tout le 19e siècle, les dessinateurs humoristiques jouent avec cette ligne un peu simple et qui va finalement avoir une longue histoire dans l'histoire de la bande dessinée franco-belge. Les dessins sont expressifs, ils sont clairs, ils sont extrêmement bien organisés, c'est-à-dire qu'il y a un jeu sur la perspective et il est capable de jouer avec son dessin sur des expressions simples et de jouer sur comment on va dire, la variation, jouer sur le rythme. Il a un sens de l'ellipse absolument formidable, même si c'est très écrit, il y a la façon dont il coupe les scènes, la façon dont les dialogues, quand ils sont présentés par rapport à l'image, jouent soit dans la contradiction, soit dans la surenchère. Ça, c'est vraiment formidable. Il y a un sens de la litote ou au contraire de l'exagération que je trouve vraiment très très bon. Raymond Devos parlait des chansons de Brassens. Il disait, écoutez les chansons de Brassens, sans la musique, ce sont de beaux textes. Écoutez les musiques de Brassens, ce sont de belles musiques. Mais ça serait dommage d'enlever l'une à l'autre. Il faut les deux pour que ça marche bien. Eh bien, je pense que les textes de Christophe sont des textes très drôles, très bien écrits. Ses dessins sont super expressifs, mais c'est l'association des deux qui rend la chose géniale. Si le lecteur était de l'autre côté, il pourrait constater ce fait d'une haute portée scientifique que le même phénomène fortuit et inattendu peut produire sur des physionomies différentes la même expression de désappointement. Christophe, c'est quelqu'un qui, dans son humour, s'intéresse beaucoup au jeu avec les paradoxes. C'est quelqu'un qui s'intéresse à l'érudition loufoque. C'est quelqu'un qui joue également avec les problèmes et les solutions imaginaires. Et tout ça, ce sont des problèmes qui passionnent les pataphysiciens. La pataphysique, c'est un mot qui paraît peut-être un peu mystérieux. C'est Alfred Jarry qui en donne la définition. Alfred Jarry dit que c'est la science des solutions imaginaires. Bitur fait venir Camembert. Sapeur, je vous imprime l'ordre de creuser un trou pour à seule fin d'y mettre ces ordures et autres. Sinon, je vous ferai un peu savoir comment j'appelle. Camembert, qui ne tient pas à savoir comment s'appelle le sergent Bitur, creuse un trou. La fameuse séquence où Camembert va creuser un trou pour mettre les déchets d'un autre trou. Sergent, où est-ce que je vais la mettre, celle-ci? Ensuite, il va expliquer son désarroi au sergent Bifur, je crois, qui l'engueule en lui disant « mais il fallait faire un deuxième trou plus grand ». Donc en termes de logique formelle, ça aurait plu à Lewis Carroll ou à Raymond Queneau, c'est absolument génial. Ça pose de vrais problèmes algébriques et de logique. Parlant des trous du sapeur Camembert, c'est une description effectivement du processus de conduction électrique dans certains types de semi-conducteurs. On parle de conduction par trou. Il manque des électrons quelque part et ce manque d'électrons se propage d'un endroit à l'autre du semi-conducteur, du cristal, et comme il manque un électron, ça fait une charge négative en moins, c'est l'équivalent d'une charge positive en plus,
Et à ce moment-là, au lieu d'avoir des électrons qui se déplacent, tout se passe comme si on avait des particules positives qui se déplacent et qui transportent le courant. Et ces particules, on les a appelées naturellement des trous. Et voilà comment, à ce moment-là, le sapeur Camembert a inventé la conduction, les conducteurs dits de type P, dans lesquels le courant est transporté par des trous. C'est aussi simple que ça, hein, je crois pas que... Espèce de double mulet cornu. Vous me ferez 4 jours pour n'avoir pas creusé le deuxième trou assez grand pour pouvoir y mettre sa terre avec celle du premier trou. Non, regarde, parce que là, comme il y a du rouge, et là, il y a du blanc, et ben ça va pas. Là, du rouge. Ah ouais. Attends. L'autre. Ça va bien lui aller. Elle est trop belle, la dame Longevette. Attends, je vais lui faire ce petit. Là, il sait, hein. Il y a évidemment dans ces albums la volonté d'apprendre des choses de façon amusante, comme dans En flânant à travers la science. Et donc, par moments, c'est le professeur Georges Colomb qui prend la parole et qui chasse en quelque sorte son alter ego de Christophe. Mais c'est toujours fait de façon subtile et amusante. C'est-à-dire que Fenouillard, c'est le type même de la connaissance fausse, mal digérée. Il a appris des choses à l'école, il les ressort à tort et à travers. Et évidemment, c'est complètement faux. Il y a Plic et Ploc qui font une enquête et qui est traduite en termes scientifiques. En même temps, c'est un discours sur... Ce sont des leçons de physique, de chimie que nous donne Christophe, en même temps que des leçons de morale. Donc, on a un discours, voilà comment il ne faut pas faire, c'est-à-dire se précipiter sur des idées, soit avec des préjugés tout faits, soit avec l'idée de tout de suite trouver une théorie sur le moindre fait, et puis sur ce qu'il faut faire, c'est-à-dire apprendre progressivement, aller à la rencontre, découvrir, étudier. Colomb, parce qu'il faudrait plutôt l'appeler Colomb à ce moment-là, c'est un vulgarisateur. C'est avant tout un pédagogue. On va le retrouver d'ailleurs à la radio, ensuite à Radio Paris. Premièrement, achetez chez votre pharmacien un flacon de vin de frileuse à base d'Uvaria de Madagascar. Petite algue, mamie, dit le champignon. Excusez-moi de m'être emparé de votre personne avec tant de brusquerie. Oh, j'avoue, reprit l'algue, qu'au commencement, quand je me suis senti garrotté dans le réseau serré de vos filaments, j'ai été choqué du sans-gêne avec lequel vous vous étiez emparé de ma personne en me ligotant étroitement. Mais ensuite, j'ai senti que la prison était douce et que mes chaînes étaient légères. Avez-vous compris, mamie, pourquoi vos chaînes vous semblaient légères ? Non, je n'ai fait que constater le fait, mais je serais heureuse de savoir pourquoi je me sens si en sécurité chez vous. La raison en est bien simple, dit le champignon. Les filaments dont je suis fait et qui vous enveloppent constituent par leur enchevêtrement même une véritable éponge qui absorbe rapidement et conserve longtemps l'humidité de l'air. C'est quelqu'un qui a le sens de la transmission, de la simplification, de la vulgarisation. Et d'ailleurs, à l'époque où il ne dessine plus pour les enfants, il continue à écrire des manuels de vulgarisation. Je pense pour plusieurs générations d'enfants, le manuel de sciences naturelles avait une bonne chance d'être écrit par lui, vous voyez. Je l'imaginais grand, maigre, barbu, fronçant un épais sourcil sur l'oculaire d'un microscope et dictant jusqu'à l'aurore des mots latins. L'idée que ce savant pût rire même une seule fois m'eût paru presque sacrilège. Lorsqu'un jour, mon père me révéla que Colomb c'était Christophe et que Christophe c'était Colomb, ce fut une si grande surprise que je n'en suis pas encore revenue. Ce n'est pas le laboratoire qui a été son lieu d'expression favori. Ça a été plutôt le micro d'une station de radio, ça a été plutôt le collège Sévigné, ça a été plutôt le Petit Français illustré, donc des endroits où il pouvait s'adresser à un plus large public, et en particulier un public de jeunes. Alors nous sommes ici au Collège Sévigné, qui est un établissement secondaire rue Pierre-Nicole. Et Georges Colomb, sous son vrai nom, a enseigné les sciences naturelles ici de 1896 à 1936, c'est-à-dire pendant 40 ans. Alors c'est quelqu'un qui était très aimé, qui avait des méthodes pédagogiques assez d'avant-garde encore aujourd'hui, puisque au fur et à mesure qu'il faisait son cours, il dessinait sur le tableau tout ce dont il parlait.
Il était donc extrêmement aimé par tous ses élèves. Donc il y a vraiment un rôle, si vous voulez, un rôle très, très, très militant ici, et disons plutôt orienté vers la République, c'est-à-dire à l'époque, la République c'est la gauche. Être républicain à cette époque, c'est être de gauche. Et donc finalement Christophe était bien ici, puisqu'effectivement, vous savez qu'il a... Enfin, c'est Kardec qui nous a révélé ça, qu'il a donné des cours particuliers aux enfants de Dreyfus, donc personne ne voulait. La vie, hélas, n'est qu'un tissu de coups de poignard qu'il faut savoir boire goutte à goutte. Et je le dis hautement, pour moi, le coupable est innocent. Une anecdote qui se rapporte à l'année, je crois, 1918. Vous savez qu'il y avait à cette époque un canon allemand redoutable qu'on appelait la Grosse Bertha. Ah, encore ces deux boulets de plic et ploc. Un canon! Non mais, on n'a pas idée. Et il arrivait à la Grosse Bertha de tonner toute la nuit, donc les Parisiens ne pouvaient pas dormir. Et donc un matin, Christophe arrive devant ses élèves et il leur dit « Mesdemoiselles, je pense que comme moi, vous n'avez pas dû dormir cette nuit, alors dormons ». Et tout le monde a pris sa tête dans ses mains et s'est mis à dormir pendant le cours. Le baron de Cramoisy, ayant par mégarde enfoncé ses éperons dans le cuir abdominal de son coursier fidèle, celui-ci répondit à cette attaque imprévue par une protestation énergique. La suite, dont on aperçoit les jambes, manifeste son indifférence. Le baron de Cramoisy est de plus en plus mécontent. Mais il est relativement sec. Comme il a l'âme grande et le cœur noble, il montre sa gratitude au vilain en l'autorisant à lui servir de marchepied pour enfourcher son fidèle coursier. Et c'est très violent, Cramoisy. C'est vrai, on a vraiment l'impression que ça tend vers ça, quoi. Le chaos. Qu'avez-vous fait de Frauenheim, Crashit Dipsum? Vous n'achevez pas le baron de Cramoisy. Néanmoins, vous illustrez des romans, des fables et des contes. Vous faites aussi du dessin de presse. Eh bien, dites donc, vous, est-ce que vous ne pourriez pas faire un peu attention? Nous, adversaires de la peine de mort, nous avons fait monter l'outil. On va guillotiner devant vous, monsieur le ministre de la Justice. Vous verrez comme c'est dégoûtant. Vous cessez de dessiner des histoires. Cela ne vous amusait plus? Si, mais je ne voulais pas suivre l'exemple de ceux qui tirent 70 moutures du même sac et finissent par faire des horreurs. Je n'ai pas voulu me vider. Mais ce qui est frappant, c'est qu'il va arrêter ces bandes assez tôt, il n'a même pas 50 ans. Clairement, son inspiration se tarit, ça le fatigue de plus en plus. Je ne dis pas qu'il passe à autre chose, mais c'est vraiment la vulgarisation scientifique qui va l'emporter désormais dans son existence, comme si quand même le sérieux avait un peu vaincu la facétie. Par passion ou par jeu, vous avez consacré la fin de votre vie à la recherche du site de la bataille d'Alésia. Son dada, c'était Vercingétorix. Ça s'est terminé à sa mort, finalement. Et il y avait une polémique sur le lieu de la bataille Alice Sainte-Reine et Alésia. Voilà. Je crois qu'on a démontré qu'il avait eu tort. Il n'aurait pas été content. Un buste a même été élevé en votre honneur dans le petit village de Nyon, en Franche-Comté. Alors il revient à son buste, mettez « qui ressuscita l'Alésia comtoise ». Cela vaut mieux en effet que « champion », car ce mot « champion » évoque l'idée qui est figurée sur la page suivante. Alors le derrière, à Georges Colomb qui ressuscita l'Alésia comtoise, 11 août 1934. Ce serait peut-être mieux. Choisissez et dites-moi ce que vous préférez,
et nous contenterons la bourgeoise. Nota bene, inutile de sculpter le chien qui pisse. Et en 1945, quand il est mort, la bande dessinée était installée, il y avait des grands auteurs, il y avait Hergé. On ne saura jamais ce qu'il en pensait, alors que c'est quand même un des grands pionniers, quoi. Moi, j'aurais aimé savoir ce qu'il a pu en penser à l'époque, parce qu'il a initié quelque chose. Mon hypothèse, c'est que Colomb, ça reste un enfant qui s'est arrêté à 10-12 ans, et il a continué à faire plaisir à l'enfant qui était en lui. Les pieds nickelés, la bande dessinée en général, et pour certains, Christophe a occupé un certain rôle. C'est-à-dire que ça a aussi nourri l'imaginaire de pas mal de gens. Quand les Dupont se costument à la chinoise, c'est déjà dans la famille Fenouillard. Donc il est vraisemblable qu'il y a comme ça une influence qui passe de génération en génération. Ce rapport, cette ironie qu'il y a dans la parole par rapport à une image qui ne dit pas exactement la même chose, ça a été déclencheur complètement de mon envie de raconter des histoires. Vous arrive-t-il de relire vos livres? Mes livres? Mais ils m'amusent d'autant plus que j'ai oublié ce qu'il y a dedans. Tous les gosses savent le nom de l'appareil avec lequel le savant Cosinus voulait sortir de Paris. Pas moi. Vous parlez de l'anélème électro-récule pédalique coupe-vent, trombe azero paracloucycle. Ceux qui viennent ici me l'apprennent et je l'oublie aussitôt. Je n'ai jamais pu retenir le diable de mots plus ou moins magiques qu'il faut prononcer pour arrêter les saignements de nez. Ah oui, Abderikarama, Shtavarada Patara, Shkilvadaltavash. Escargot, Mirago, montre tes écornes. Si tu ne veux pas les montrer, escargot, je te vas tuer. Escargot, Mirago, montre tes écornes. Si tu ne veux pas les montrer, escargot, je te vas tuer.